Tout à Bonjour fait. donc à toutes et tous. Je suis absolument ravie de ce webinaire organisé par l'Après sur un sujet tout à fait fondamental puisqu'il s'agit de notre défense dans un contexte international particulièrement tendu. Et avec deux invités qui ont accepté de nous éclairer aujourd'hui. Bertrand Badi, professeur émérite à l'IEP de Paris, spécialiste en relations internationales et qui vient de publier parmi de nombreux ouvrages, Un art de la paix, qui évidemment est un clin d'œil plus que ça à l'art de la guerre de Sun Tzu. Guillaume Ancel, écrivain et ancien officier d'active, qui est auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. Et donc, nous sommes particulièrement honorés que vous acceptiez de passer ce temps avec nous très précieux. Donc, comme je le disais, dans un contexte tendu, avec une accélération d'une certaine manière des choses, avec l'arrivée de Trump, version 2, d'impérialisme américain totalement décomplexé et qui redessine les contours de ses alliances et qui oblige de fait l'Europe à repenser sa sécurité dans un cadre qui est bouleversé. Alors je dis l'Europe, mais je mets tout de suite les pieds dans le plat, c'est-à-dire que l'enjeu de notre défense doit-il, et je vous pose la question, euh, se travailler d'abord à l'échelle européenne, à l'échelle nationale? A-t-on, je le crois, je l'espère, des alliés, y compris en dehors de l'Europe? Mais je crois que de très nombreux sujets s'invite autour de notre réaction nécessairement à réagencer, de notre système de défense nécessairement à réagencer, avec l'enjeu de l'Ukraine. Qui est là, donc là aussi, quelle stratégie au fond pour réussir à déjouer l'autre impérialisme qu'est l'impérialisme russe et qui menace directement les frontières de l'Europe. Donc, il y a la stratégie vis-à-vis de l'OTAN, la stratégie vis-à-vis des Russes, et plus globalement, en fait, enfin, ça c'est ce que moi je passe mon temps à dire, hein, c'est-à-dire que on parle essentiellement des enjeux militaires, ils sont très importants, donc ces fameux efforts de guerre, cette idée qu'il faut se protéger en créant notre propre armée, en tout cas c'est de ça dont on discute, et moi il me semble que ce n'est pas possible de discuter de la question militaire si on n'a pas une stratégie géopolitique qui permet d'aller vers la paix, hein. Pour moi, les deux sont liés, donc c'est très important d'ailleurs qu'on vous ait tous les deux. Je trouve ça particulièrement intéressant. Alors évidemment, on va pas avoir juste une stratégie et aucun outil sur le plan militaire. Donc, il faut aussi réfléchir à la question militaire, mais je pense que la question militaire n'a pas grand sens si elle n'est pas adossée à une stratégie de paix. Donc, voilà un peu la manière dont on voit les choses. Et pour être très clair avec vous, ce qu'on cherche, c'est quelle peut être la nouvelle doctrine géopolitique, militaire, d'abord du 21e siècle, mais aussi dans ce contexte, encore une fois, réagencé. On entend beaucoup que c'est un tournant historique, que voilà, rien n'est plus comme avant, d'une certaine manière. Alors, il faut en tirer les conséquences et ne pas continuer à raconter ce qu'on racontait toujours. Et je dis un dernier mot, vous allez comprendre où je veux en venir, c'est que à gauche, évidemment, le tropisme atlantiste, ou non, a été un des marqueurs des deux gauches irréconciliables. Et un des paris qu'on peut faire, c'est l'idée que à partir du moment où Trump a brisé l'OTAN, ce qui n'était pas forcément ce qu'on avait le plus envisagé au démarrage, en fait, ce sont les États-Unis qui, de fait, mettent en péril, fracassent l'OTAN à partir de, même si tout le monde n'a pas atterri hein, sur le fait il y a cette rupture d'alliance de fait, donc ça peut faire partie aussi des questions que vous pouvez aborder. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on dit qu'il il y a ce tournant, la fracture qui existait à l'intérieur de la gauche, forcément, doit être reconfigurée. Et d'une certaine manière, on a l'opportunité de repenser ensemble pour toutes les gauches et les écologistes une nouvelle manière d'aborder les questions géostratégiques et militaires. En tout cas, moi, c'est le souhait que je formule avant cette discussion parce que je pense qu'il faut arrêter de ressasser en fait toujours des vieilles lunes et essayer nous-mêmes de nous adapter à une situation qui est une situation inédite et qui impose
à mon sens, de repenser les choses, et en particulier en intégrant enfin ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire en fait l'idée que l'Occident n'est plus, et sans doute il n'y a plus de Sud global non plus, mais donc si c'est plus tout ça, qu'est-ce que c'est? Et c'est ça qu'il nous faut imaginer et penser. Voilà, je ne fais pas plus long, puisque l'idée c'est vraiment de vous entendre et de pouvoir interagir ensuite. J'excuse Danielle Simonet qui devait animer ce matin, mais qui en fait ne peut pas, et je la remplace avec grand bonheur. Merci infiniment, Clémentine, pour ce cadre très clair et c'est le contexte dans lequel va se placer notre débat. Je tiens à mon tour à remercier Bertrand Badi, Guillaume Ancel et toi, Clémentine, pour se rendre disponible ce matin un week-end de Pentecôte. Alors, pour rappel, en quelques instants, les webinaires de l'après ont pour vocation de nous faire réfléchir ensemble, de débattre, et aussi de nous donner des bonnes clés de compréhension. Elles peuvent avoir aussi des vocations programmatiques. Alors, je voulais remercier également donc, pour le déroulé de ce webinaire. Dans un premier temps, on va lancer peut-être le cadre et puis nous donner les éléments de notre réflexion avec vous. Bertrand Badi et Guillaume Ancel, rebondir sur des questions politiques, des mises en perspective politiques avec toi, Clémentine, ensuite. Et puis, vous aurez la possibilité sur la petite case Q et R de poser vos questions qui seront traitées et conclues par Emmanuel Arvois, avec qui j'ai préparé ce webinaire. Je voulais également remercier le groupe de travail international de l'APREP qui a préparé un certain nombre de questions. Voilà, alors nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et j'avais envie de commencer avec toi, Bertrand Badi, à propos alors peut-être sur une note un peu plus philosophique en ouverture, avant d'arriver dans le dur géopolitique. Donc certains parlent d'art de la guerre, Sun Tzu parle d'art de la guerre, tu parles d'art de la paix, donc notamment c'est le titre d'un livre qui a été publié chez Flammarion en 2024. Dans le quotidien Le Monde, tu rappelais récemment selon toi, il faut se détourner de Hobbes et de son concept donc de chacun contre tous et se retourner plutôt vers Aristote, pour qui la paix doit être l'objectif de toute guerre. L'Occident pense la paix comme une période de non-guerre. Nos conflictualités se sont-elles finalement transformées ces dernières années? Et j'aurais envie de dire, se sont-elles particulièrement transformées avec l'arrivée de l'administration Trump aux États-Unis? Voilà, large question qui méritera, effectivement, qui me semble intéressante pour ouvrir notre débat. Bah, d'abord, merci de m'avoir invité et fait cette confiance imprudente d'introduire finalement un diagnostic complet sur le monde tel qu'il est. Ça tombe bien que ce soit le week-end de la Pentecôte parce que le Saint-Esprit, on a besoin de lui pour nous éclairer et je vais essayer de répondre à ces questions. Je pense qu'effectivement, il faut toujours avoir en tête, et d'ailleurs les propos liminaires de Clémentine le posait fort bien, que nous sommes depuis la Renaissance en Europe dans une culture de la guerre et reléguant la paix à l'état de non-guerre. Or, il faut bien avoir en tête, je ne développerai pas parce que ce n'est pas l'objet direct du séminaire, mais il faut le poser dès l'introduction. Notre but, c'est rechercher la paix complète, c'est-à-dire aller même jusqu'à faire de la guerre une non-paix plutôt que de la paix une non-guerre, et considérer que la paix, c'est bien au-delà de la cessation des conflits. L'une des maladies aujourd'hui, c'est de ne penser la paix qu'à travers l'idée de cessez-le-feu, qu'à travers l'idée de trêve, laquelle idée de trêve ou de cessez-le-feu appartient au vocabulaire martial. Or, la paix a un agenda infiniment plus vaste, c'est-à-dire inclut la sécurité globale en matière climatique, en matière alimentaire. N'oubliez pas qu'il y a quand même 10 millions de gens qui meurent chaque année de faim et que cette insécurité globale sanitaire, économique, etc., est aussi à l'origine des nouvelles guerres. C'est-à-dire que faire la paix, c'est transcender ces logiques de guerre pour porter un diagnostic sur le monde qui repose non pas comme chez Hobbes sur l'idée de sécurité, parce que l'idée de sécurité, c'est du retaillot avant la lettre, hein, si je voulais aller vite, mais sur l'idée aristotélicienne, c'est ça ma réponse philosophique, de coexistence. C'est-à-dire qu'il faut repartir de l'idée de coexistence pour penser la paix. Il n'y a pas de paix possible sans plan, projet de coexistence.
euh, après l'agression scandaleuse de la Russie contre le peuple ukrainien, chacun pense à un cessez-le-feu, personne ne pense aux modalités d'une coexistence entre l'ancienne URSS et le reste de l'Europe. Et c'est pourtant ça la clé du problème. Et au Proche-Orient, le gouvernement israélien refuse même cette idée de coexistence, puisqu'on est dans une sorte de politicide du peuple palestinien. Donc, tant qu'on ne pensera pas à la coexistence, on ne pensera pas à la paix. On pourra penser la non-guerre, mais on ne pensera pas à la paix. Alors, je vais répondre maintenant à la question plus pointue, qui était ta deuxième sous-question, qui est celle du Trumpisme. Euh, en fait, on a tendance, pour des raisons médiatiques, pour des raisons de communication, pour des raisons d'image, à toujours privilégier et survaloriser le poids de l'acteur et de l'individu, le poids de l'événement par rapport aux forces structurelles. Trump, c'est un révélateur, ce n'est pas une cause. Et c'est là le révélateur d'une double crise qui est véritablement belligène. C'est le révélateur d'une crise de la société américaine, d'abord, qui est une société frustrée, déçue, blessée par l'évolution de la mondialisation qu'elle croyait contrôler alors qu'elle a davantage bénéficié aux émergents. Donc ça a provoqué cette triple contraction dans la société américaine, identitariste, souverainiste et protectionniste. Et Trump n'a fait qu'en tirer les dividendes, et comme le singe Bertrand, en tirer les merlons du feu, là-bas. Et donc, il ne fait qu'exprimer un malaise profond de cette société américaine. Tant qu'on ne touchera pas à ce malaise profond, le Trumpisme renaîtra de ses cendres, hein, après l'échec de 2020, la victoire électorale de 2024. Mais il y a encore plus profond, c'est que on n'a pas su tirer les leçons de trois crises fondamentales qui sont apparues après 1945 et qui ont inversé le calcul habituel, qui ont fait que les alliances, la puissance classique, la guerre d'hier, ça ne marche plus, ça n'imprime plus, ça ne prend plus, ça continue à détruire, à faire mal et même de plus en plus mal, à détruire de plus en plus, à coûter de plus en plus cher, mais ça n'imprime plus. Et ces trois événements, c'est quoi? C'est la décolonisation qui a montré que finalement le faible gagnait sur le fort parce que le faible avait en plus ou à la place du canon l'énergie sociale. Et on n'a pas encore su comprendre comment l'énergie sociale, cette puissance volcanique venant de la profondeur des sociétés, peut complètement ruiner le calcul classique des relations internationales. La deuxième rupture, ça a été la dépolarisation, la chute du mur, c'est-à-dire la fin de cette cogestion du monde par deux superpuissances, et qui a abouti à un monde décentré, à un monde dans lequel il n'y a plus d'hégémone, c'est-à-dire il n'y a plus la capacité d'un ou de deux acteurs de faire ou refaire le monde et de résoudre les crises. Et on n'a pas su tirer les conséquences de ce décentrement. Alors est arrivée par-dessus la troisième rupture qui est la mondialisation. La mondialisation, c'est l'inclusion généralisée, c'est-à-dire il faut comprendre que la planète, c'est 193 États et c'est 8 milliards d'individus. Et ça va complètement changer les calculs internationaux, d'autant que cette mondialisation va donner à la dimension sociale du monde un rôle beaucoup plus important sur l'agenda international qui va surclasser la classique rivalité de puissance, va créer les conditions de l'interdépendance, c'est-à-dire que maintenant, au lieu d'un hégémone, tout le monde dépend de tout le monde. Le faible continuera à dépendre du fort, mais le fort dépend de plus en plus du faible. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de puissance hégémonique. Le fort dépend du faible sur le plan des matières premières, de l'énergie, de la démographie, du commerce mondial et tout ce qui s'ensuit. Alors, tout ceci fait que nous sommes dans un monde où, premièrement, les puissances classiques n'ont plus le levier qu'elles avaient autrefois, mais les institutions internationales continuent à donner aux grandes puissances, les fameux cinq du Conseil de sécurité, la totalité des pouvoirs. Donc il y a là un hiatus absolument formidable. Deuxièmement, la guerre ne sert plus. Elle détruit toujours,
elle fait de plus en plus de morts, et il y a eu 500 guerres depuis 1945, mais très peu aboutissent à ce que Clausewitz appelait cette bataille décisive, distinguant un vainqueur d'un vaincu, et permettant aux vainqueurs de refaire le monde. Les États-Unis, superpuissants, ont perdu toutes les guerres qu'ils ont menées, à l'exception de celles menées sous mandat des Nations Unies. Ils ont perdu la guerre du Vietnam, d'Afghanistan, d'Irak, de Somalie, et on pourrait ainsi continuer la liste. L'URSS a perdu la guerre d'Afghanistan, la Russie a perdu la guerre de l'Ukraine parce qu'elle n'est pas parvenue à ses fins, la France a perdu la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie et la guerre du Sahel, et on pourrait ainsi continuer. Donc, effectivement, la guerre devient quelque chose qui use et qui tue, mais qui ne résout plus rien. Et enfin, et surtout, l'alliance ne fait plus sens. C'est-à-dire que dans cette nouvelle équation, l'optimum de rationalité pour un acteur, quel qu'il soit, c'est de jouer la carte individuelle, c'est de jouer l'effet d'aubaine. Et c'est la raison pour laquelle on assiste à une incroyable fluidification des relations internationales. Autrefois, l'Arabie saoudite était soumise aux États-Unis, elle ne l'est plus aujourd'hui. La Turquie est membre de l'OTAN, mais elle fait absolument ce qu'elle veut. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où l'union libre a remplacé l'alliance. C'est-à-dire, on est dans le polyamour diplomatique, où celui qui gagne le plus est celui qui cumule le plus de partenaires à la fois. L'Arabie saoudite s'entend avec la Chine, avec les États-Unis, avec la Russie, avec l'Iran, avec Israël. La Turquie, c'est un peu la même chose. Donc, le grand, la grande erreur des puissances occidentales, c'est l'erreur commune à tous les vainqueurs. C'est-à-dire, on est vainqueur, donc on a raison, donc on ne change rien. Et au lieu de créer un nouvel ordre international en 1989, comme d'ailleurs on le disait à l'époque, hein, ceux de ma génération se souviennent la fameuse formule New World Order. Ben, New World Order, ça a été enterré par M. Clinton et Mme Albright, qui étaient un enfant de la guerre froide. Et résultat, on a maintenu l'OTAN, on n'a pas cherché à donner à la Russie un nouveau statut dans l'ordre international, ce qui a créé une énorme frustration et dans le peuple et chez les élites russes que M. Poutine, qui est un cauteleux bien connu, a su saisir à son profit pour pouvoir asseoir sa domination, son leadership en Russie en disant ben moi, je vais restaurer la puissance. Vous savez, Poutine est l'homme qui a inventé la formule qui va teinter à vos oreilles Make Russia Great Again. Bon, ben, on a face à face un Trump Make America Great Again, un Poutine Make Russia Great Again, et puis on a même un Macron Make France great if possible. Bon, ben voilà. Bertrand Badi, oui, justement, vous allez me permettre, tu vas me permettre de rebondir sur cette question-là. Il y a deux questions qui nous préoccupent. Alors, une première chose, je te lisais, pour rebondir sur ces propos, que le jeu trumpien consiste davantage à afficher la présence américaine aujourd'hui qu'à résoudre des conflits. Alors, peut-être, moi, je serais intéressé de savoir qu'est-ce qu'on entend par là. Et effectivement, l'Europe. Ça nous amènera très rapidement à la question de l'Europe peut-elle s'émanciper de cela, de ce jeu trumpien tel que tu le définis? Et ce qui nous permettrait également, troisième partie de ma question peut-être, de se poser la question, y a-t-il véritablement un axe Trump-Poutine? Parce que d'après tes propos, on peut le contester. Ce n'est pas à cet endroit-là d'une alliance hypothétique. Ni même peut-être d'une vision commune. Alors, est-ce que ça relèverait d'une vision commune, cet axe, d'une vision commune des relations internationales? Mais on est déjà dans autre chose. On est plutôt dans l'affichage individuel, d'après les propos que tu exposais à l'instant. Oui, reprenons donc depuis le début de tes questions multiples. La première chose, c'est comprendre que derrière Make America Great Again, il y a une frustration et le constat d'un échec. On ne milite pas pour great again si on ne considérait pas qu'on est plus great. Si on était toujours great, eh ben, on emploierait d'autres mots. Donc, le combat trumpien, il faut bien le comprendre ainsi, c'est un combat de restauration formelle, c'est-à-dire de rétablir l'image qui était celle des États-Unis de 1945,
puissance super vainqueur de la Seconde Guerre mondiale jusque 89 ou 95, puisqu'on a eu 5 ans d'illusion d'unipolarité. Ce qui veut dire que ce qui compte, c'est d'afficher une puissance beaucoup plus que de l'exercer. Et pour une raison très simple, c'est que compte tenu de cette configuration du monde que je décrivais sommairement tout à l'heure, on ne peut plus exercer une puissance dotée d'une efficacité. Et d'ailleurs, tout ce qui s'est passé depuis le 20 janvier dernier, c'est un constat de non-résultat. Sur le conflit ukrainien, sur le conflit israélo-palestinien, sur la guerre tarifaire, et on peut même dire sur les relations avec l'Iran, etc., etc. Donc, en fait, ce qui compte, c'est l'affichage. Et c'est l'affichage auto-centré. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire deux choses extrêmement dangereuses pour le monde actuel. Ça veut dire, premièrement, puisqu'il s'agit d'une puissance d'affichage, elle se doit d'être absolue et elle n'a pas à chercher à se mettre au service de quoi que ce soit autre que l'affichage de l'antériorité et de l'ascendant américain. Donc c'est une puissance qui va se dissocier des valeurs, et c'est ce qui oppose le trumpisme aux néocons. Les néoconservateurs, eux, de manière hypocrite et faussée, mais souvent sincère aussi, militaient pour le regime change, pour l'avènement, l'universalisation de la démocratie, du modèle américain, etc. Trump, il s'en fiche complètement de la démocratie, du modèle américain, etc. Deuxième élément plus grave, qui s'affranchit du droit. C'est-à-dire que la puissance, pour être éblouissante, doit être sans limite. Et la principale limitation à la puissance, c'est le droit international, c'est le multilatéralisme, c'est l'altérité. Et c'est par exemple pour cela que l'USAID a été l'une des cibles des 100 premiers jours trumpiens. Donc effectivement, la puissance est émancipée de tout cela, elle est aussi émancipée de l'obligation d'alliance, de l'obligation de fidélité. Donc effectivement, les Européens, c'est des autres, et c'est des autres par définition, chez le Coteleux dont je parlais tout à l'heure, c'est des autres suspects. Ils n'ont fait que nous emmerder, hein, pardon de cette formule, mais elle est de lui, pour parlant des Européens. Et donc, on est dans un système totalement autocentré et complètement dépourvu de limites. Et donc ça, c'est très dangereux parce que ça va peu à peu vers une totale désorganisation du monde, démantèlement de ses structures, je dirais en même temps, de valeurs et de normes. Alors maintenant, Trump-Poutine, bah, les deux personnages, ils se ressemblent terriblement. Ce sont deux cyniques qui ont tous les deux compris que c'est en jouant de la fibre, de la restauration d'une puissance perdue qu'ils gagneraient. D'ailleurs, c'est significatif que ce soit les deux superpuissances d'hier. Donc, ils ont beaucoup de convergences. Ils ont beaucoup de convergences. Ceci dit, comme je le disais tout à l'heure, le temps de l'alliance, c'est fini, c'est fini. Ça, c'était bien avant. Aujourd'hui, ce n'est plus dans la grammaire. Alors, ce n'est plus dans la grammaire de ces deux leaders Coteleux que j'ai cités, mais ce n'est pas du tout dans la grammaire du Sud global. Alors, peut-être légère teinte de divergence avec Clémentine, moi je ne crois pas que le Sud ait disparu. Euh, Ni d'ailleurs l'Occident d'un certain point de vue, parce que l'Occident, il se rétracte sur lui-même, et donc il veut se persuader qu'il existe. Et de plus en plus, vous avez le référent occidental dans la rhétorique politique. C'est tout à fait contre nature, c'est tout à fait réactionnaire au sens fort du terme, mais c'est très présent, et donc il faut compter avec. Quant au Sud global, il reste quand même l'héritier de plusieurs siècles d'humiliation. Cette humiliation communément subie à Pékin et à Banjul fait que la Gambie et la Chine se sentent appartenir au même monde. Et sur la base de cette humiliation commune, il y a une volonté commune de partir à la reconquête des normes internationales. Nous entrons dans un temps de bataille généralisée des normes. Les normes aujourd'hui, elles dérivent toutes du vieux monde euro-américain.
eh ben, tout ce Sud global, il s'unifie dans l'idée de maintenant ça suffit, nous allons dire notre mot. Alors tout ça, ça crée des partenariats, mais ça ne crée pas des alliances fidèles. C'est-à-dire que Poutine peut connaître le destin de Musk d'un jour à l'autre. C'est-à-dire, d'ailleurs, il l'a déjà connu, puisque Trump l'a déjà traité de fou, mais demain, il va peut-être le traiter de fils de je sais pas quoi, etc., etc. Nous sommes dans une logique où il n'y a plus d'engagement et de fidélité. Alors l'Europe, elle doit tenir compte du fait que ben voilà, il n'y a pas d'engagement à son égard, il n'y a absolument aucun engagement de la part de personne à son égard, et c'est la raison pour laquelle il est urgent que nous, Européens, comme le disait Clémentine, je la rejoins tout à fait, nous fassions des propositions de paix de fond, c'est-à-dire des propositions de coexistence. Et moi, j'en vois deux. Une au niveau européen, il faut absolument créer une grande conférence Helsinki 2 de sécurité européenne pour redéfinir le rôle des uns et des autres, et au niveau mondial, c'est-à-dire une réforme d'un multilatéralisme qui soit véritablement coexistant. Alors justement, ça va nous permettre de rebondir maintenant sur la question de la manière dont se place l'Europe. Alors on distinguera peut-être pour la suite de ce qui est du propre de l'Union européenne en tant qu'institution et l'Europe au niveau géographique qui inclut effectivement la Grande-Bretagne et d'autres pays qui n'appartiennent pas stricto sensu à l'Union européenne. Alors c'est là, j'aurais envie d'ouvrir la conversation justement sur les questions de défense et militaire. Guillaume Ancel, est-ce que tu es avec nous? Je vois que ton micro est fermé. Guillaume, Absolument. alors je suis ravi que tu sois là parce que quand je t'avais envoyé l'invitation, tu m'avais dit je serais ravi de mettre un peu de culture militaire dans les partis de gauche, alors qui n'est pas forcément traditionnellement le thème avec lequel la gauche se sent le plus à l'aise. Mais tu le fais tellement bien et je t'ai lu en plus sur ton blog, alors je vais te faire un peu de pub, sur le blog aussi passionnant qu'engagé, ne pas subir. Je conseille tout le monde d'aller là-dessus. Il y a vraiment, aussi bien sur Gaza que sur l'Ukraine, tu nous rends évident des questions militaires sur lesquelles souvent qui sont très abstraites pour nous. Voilà, donc je tiens à te féliciter pour ça. Mais du coup, on va avoir le plaisir d'en discuter de ces questions militaires maintenant. La première question, je t'écoutais récemment, tu disais, nous ne sommes pas préparés en Europe. Alors là, on va prendre vraiment sur les questions militaires elles-mêmes. Nous ne sommes pas préparés parce que face à une armée russe, nous avons 30 armées européennes. Alors la question qui semblerait intéressant, plus que de parler d'une Europe de la défense ou d'une armée européenne, tu évoques l'idée d'une garde européenne. Alors, je trouve ça assez intéressant. Est-ce que tu pourrais, alors peut-être reprendre le contexte de ta réflexion et puis surtout, qu'est-ce que tu entendrais par garde européenne? J'aimerais qu'on développe là-dessus parce que j'ai trouvé le concept vraiment intéressant, voire utile nous concernant. Merci Vincent. Euh, Christophe, c'est Christophe. toujours compliqué de passer après Bertrand parce que Bertrand nous a agité nos méninges dans tous les sens. J'avoue qu'à chaque fois, je me sens, comment dire, tourneboulé intellectuellement parce que Bertrand nous apporte une véritable réflexion de fond. Moi, maintenant, je vais arriver avec mon modeste spectre qui est celui de c'est quoi l'outil militaire dont on dispose aujourd'hui et qu'est-ce qu'on en fait? En fait, il est assez compliqué, même si finalement, dans un système de défense, et c'est ce que j'essaye de faire, de rendre les choses compréhensibles, parce que mes camarades militaires se complaisent dans la culture du silence, où quand ils causent, c'est totalement incompréhensible pour être sûr que personne ne puisse les suivre. Donc le sujet, c'est que, en fait, si on fait simple, un système de défense militaire aujourd'hui, il a besoin de trois composantes. Il a besoin d'un système de dissuasion nucléaire pour empêcher qu'on soit menacé par une attaque nucléaire, sachant qu'une attaque nucléaire n'a jamais été une arme de guerre, c'est une arme de destruction massive. Et donc celui qui utilisera un jour une arme nucléaire nous emmènera vers l'apocalypse, et lui sans doute aussi. Je rappelle juste un fait, Poutine nous a menacé de plus de 140 attaques nucléaires depuis le début de la guerre en Ukraine. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il sait très bien que c'est un suicide pour lui comme pour les autres. Donc ça n'a pas de sens de volatiliser et détruire ce qu'on veut conquérir. Il faut avoir conscience que sans système de dissuasion nucléaire, on se sentirait probablement terriblement mal à l'aise, mais que par ailleurs, contrairement à ce que racontent ces couillons du Rassemblement national, le fait d'avoir une arme nucléaire n'a jamais dissuadé qui que ce soit de nous attaquer avec des moyens classiques. On en a la preuve tous les jours.
Israël dispose d'une trentaine d'armes nucléaires. Ça n'a jamais empêché l'Iran de l'attaquer avec des volets de missiles, puisque même ce fou de Netanyahou n'oserait pas utiliser une arme nucléaire contre Téhéran, faire 5 millions de morts, parce qu'il a reçu quelques dizaines de missiles qui n'ont d'ailleurs fait quasiment aucun dégât en Israël. Donc voilà, c'est pas une arme de guerre, parce que c'est une arme qui a des effets totalement disproportionnés. Pardon, c'est une arme de fin du monde, l'arme nucléaire, et il faut l'avoir bien en tête. Quand les gens vous parlent de menaces nucléaires, d'attaques, etc., c'est pas vrai. Il faut avoir juste de quoi dissuader quelqu'un de vous emmener sur ce champ qui est celui de la fin du monde. Ensuite, toutes les armées, ou plutôt une armée aujourd'hui qui veut pouvoir intervenir, a besoin d'une force de réaction rapide, c'est-à-dire une force très professionnelle qui permette d'aller éteindre un incendie avant qu'il ne se propage. En réalité, cette force de réaction rapide, elle existe au niveau européen parce que presque tous les pays européens, j'inclus la Grande-Bretagne, euh, la Suisse est dans un cas un peu différent, mais la Norvège c'est le cas, ont en gros une petite armée professionnelle, très bien entraînée, très bien équipée, qui, grâce aux standards de l'OTAN, sait intervenir ensemble. À une journaliste qui me posait la question un matin très tôt sur RTL, j'avoue que j'ai été totalement déstabilisé parce que quand elle m'a dit, mais si l'Europe avait envoyé cette force de réaction rapide en Ukraine juste avant que la guerre ne commence, dans les 3 mois où les États-Unis nous avaient prévenus et avaient toutes les preuves que Poutine allait envahir l'Ukraine, est-ce qu'on aurait pu empêcher cette guerre? Ben, la réponse, elle est évidente, c'est oui. C'est-à-dire que si on avait eu un tout petit peu de culture militaire et que on avait réfléchi collectivement ensemble à la manière dont on pouvait prévenir une guerre, simplement en prépositionnant des forces qui n'avaient pas besoin d'être gigantesques. En Ukraine, je pense que la Russie n'aurait pas osé intervenir. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas de poids. D'ailleurs, on le voit bien, elle arrive à peine à submerger l'Ukraine, donc il n'était pas question qu'elle s'attaque à plusieurs pays européens. On a manqué totalement de clairvoyance militaire sur ce sujet. Et là, j'arrive au niveau de la garde européenne. En fait, la question, c'est que entre ce système de dissuasion nucléaire et la force de réaction rapide, qui en gros sont de petites armées professionnelles qui sont très coûteuses, il y a un chaînon manquant. C'est celui qui, d'une part, permet à la société de s'emparer des sujets de sécurité et d'autre part, de se payer pas cher une armée de masse pour dissuader qui que ce soit un jour de venir s'en prendre à nous. Moi, j'ai appelé ça la garde européenne parce que je pense que c'est un concept qui est très intéressant, qui a été développé à plusieurs reprises et puis souvent mis un peu sous le boisseau ou transformé. C'est le cas en Suisse, c'est le cas aussi aux États-Unis avec la garde nationale, mais sous un concept un peu différent. C'est que, en fait, il faut pouvoir, à un moment, mobiliser des gens qui d'abord sont des volontaires, et pas à qui on oblige de faire ça, dont ça n'est pas le métier, mais qui ont suffisamment d'entraînement et de références communes pour pouvoir agir ensemble. Attention, une garde européenne, ce n'est pas forcément uniquement pour faire la guerre, hein. Ça peut être aussi pour réagir à un drame climatique, ça peut être pour aider quand il y a les Jeux olympiques à Paris, ça peut être simplement une capacité un peu comme la sécurité civile, mais dans un domaine plus spécifique de celui de la sécurité tout court, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui savent travailler ensemble avec des moyens relativement simples, mais les mêmes dans toute l'Europe. La garde européenne, le principe, c'est que c'est une garde uniquement de volontaires qui viennent s'entraîner 2 semaines, 3 semaines par an, pas plus, mais dont la garde européenne paye à leur entreprise ou leur administration d'origine le fait que pendant ces 2 ou 3 semaines, ils sont venus s'entraîner pour. Le très gros avantage, si vous faites le calcul, c'est que vous pouvez vous payer une armée 10 fois plus nombreuse que vos moyens ne le permettent. Parce que finalement, vous ne payez qu'un dixième de votre armée à l'instant T. Et donc, ça permet de se constituer des armées de millions d'hommes et de femmes sans avoir à payer une armée professionnelle de masse que personne ne pourrait financer aujourd'hui. C'est très peu coûteux par rapport à une armée professionnelle parce qu'elle n'a pas besoin d'être équipée avec le dernier hurlement de la mode de l'industrie de la défense, dont au passage je signale qu'en ce moment elle fait une propagande hors du commun à cause de la guerre et dont il faut se méfier absolument. Ce n'est pas à eux de décider quels sont nos besoins, c'est d'abord aux décideurs politiques
comme le rappelait Clémentine tout à l'heure, de dire quelle stratégie on veut adopter avant de se dire qu'il faut qu'on achète des centaines de canons César. Le principe de la garde européenne, c'est aussi de pouvoir admettre en son sein, toujours sur une base territoriale, hein, une unité de garde, elle peut être à Milan, elle peut être en Corse, et elle peut être à Hambourg. C'est d'accepter tous les citoyens européens qui le souhaitent, avec une limite d'âge. Bon, en général, on fait du 20-45 ans dans ce genre de garde, euh, euh, à condition que, encore une fois, ils soient volontaires et qu'ils viennent bien s'entraîner une fois par an. C'est extrêmement important parce que ça permettrait aussi de redonner une culture militaire à une large fraction de notre société. Du temps du service militaire, que je ne regrette absolument pas en France, mais dont ma génération l'a mis en l'air. Euh, 30% de la société française avait un soupçon de culture militaire, c'est-à-dire qu'elle était capable de comprendre que quand un Benjamin Netanyahou essaye de faire croire au monde entier qu'il fait des frappes ciblées contre le Hamas avec des bombes d'une tonne, donc vous auriez eu 30% de la population pour dire non, c'est pas possible. Une bombe d'une tonne, c'est fait pour détruire un immeuble de 3 étages, pour tout pulvériser sur 50 mètres de diamètre. Donc, c'est pas une frappe ciblée, ça s'appelle une frappe de dévastation. C'est ça, avoir un semblant de culture militaire, c'est de comprendre juste de quoi on parle. Après, on peut décider que c'est bien, c'est mal, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est ça que j'ai voulu écrire dans ce livre que m'a demandé Flammarion aussi, à la succession de Bertrand, les petites leçons sur la guerre, c'est juste, vous voyez, de redonner des choses simples qui permettent de comprendre les questions qui sont sous notre nez tous les jours, mais dont on n'arrive pas forcément à comprendre le sens. La garde européenne, pour moi, c'est un chaînon manquant entre une armée hyper professionnelle qui est aussi incroyablement silencieuse et qui ne débat jamais avec sa société. On se souvient avec Vincent qu'il y a quelques années déjà, on avait mené un combat terrible pour simplement arriver à les faire parler de notre intervention au Rwanda, soi-disant humanitaire, qui en fait était une tragédie, un désastre français. Euh, cette petite armée professionnelle, elle est très bien, mais on ne peut pas l'augmenter. Elle coûterait beaucoup trop cher et puis surtout, elle a vocation à rester petite. Pour moi, ce qui manque aujourd'hui, c'est une vraie relation entre la société et ses sujets militaires pour que euh, tous les citoyens, et je le sens au niveau de l'Europe, soient capables de se dire, mais attendez, ça, on doit le faire, ou ça, il n'en est pas question. Je voudrais juste donner une image, ou plutôt je vais en donner deux. La première, c'est que les Ukrainiens qui se battent aujourd'hui sur le front, qui résistent quand même à ce qu'on croyait être la deuxième armée du monde, c'est cette armée de volontaires. C'est pas une armée professionnelle. Pour 90%, ce sont des hommes et des femmes qui étaient bouchers, qui étaient artisans, qui étaient informaticiens et qui se battent avec une très grande partie de femmes. C'est grâce aux femmes que les Ukrainiens ne se sont pas laissés submerger numériquement par l'armée russe. Et en fait, il faut avoir en tête que si un jour on devait se défendre collectivement, on aura besoin de cette mobilisation de la société. Elle ne se fera pas à travers une armée professionnelle. Ce n'est pas exclusif de l'armée professionnelle. C'est juste qu'il manque cet échelon entre l'armée professionnelle et le fait que la société, à un moment, sache résister, y compris, je le disais tout à l'heure, à un drame absolu, à un tremblement de terre gigantesque, un épisode d'inondation incroyable qui fait que la société a un vrai risque d'implosion et il faut un maximum de personnes qui soient entraînées, habituées à travailler ensemble, à s'organiser, à structurer collectivement. Et puis la deuxième image que je voudrais donner, parce qu'elle est importante, vous avez vu ce débat financier il y a un mois autour de c'est quoi les moyens qu'il faut qu'on accorde à la défense. Et je l'ai trouvé très malsain, surtout quand on a commencé à se dire, alors que c'est mon domaine aujourd'hui, en fait, il faut qu'on mette moins de fric sur les retraites et puis on va le mettre dans la défense. On passe de la protection sociale à la protection. C'est malsain parce que dans une société, on est obligé de faire les deux. Donc, ce n'est pas un arbitrage entre les deux, c'est pas on se paye des retraites ou une armée. C'est comment on utilise intelligemment l'argent dont on dispose. Regardez juste ce sujet. L'armée la plus puissante du monde aujourd'hui est incontestablement l'armée américaine. C'est une armée qui est présente dans le monde entier, qui dispose exactement des trois éléments que j'ai décrits. Un système de dissuasion nucléaire,
Une armée de masse considérable, c'est la garde nationale. Et puis une force de réaction rapide, c'est l'armée américaine telle qu'elle existe aujourd'hui, qui n'est pas gigantesque par rapport à la taille du pays. Est-ce que vous imaginez que cette armée serait la première armée du monde s'il y avait 50 armées aux États-Unis pour lesquelles chaque gouverneur pourrait dire comment il l'équipe, comment il la commande et comment il la forme? Est-ce que vous imaginez qu'on serait très impressionné si l'armée du Texas nous disait ah bah, finalement, j'interviens plus en Europe parce qu'à côté, il y a l'armée du Michigan qui a des F-35 alors que moi, je voulais des F-16. Voilà, c'est juste, si vous voulez, cette armée tire sa puissance de son union. Où est-ce que je veux en venir? C'est que sur le papier, la deuxième armée du monde, c'est celle de l'Europe. Si on réunissait nos efforts de finance, et je parle plus de l'Union européenne, au-delà, puisque j'y inclus la Suisse, la Grande-Bretagne et la Norvège, qui ne font pas partie de l'UE, ces budgets-là réunis, c'est la deuxième armée du monde. En fait, notre vraie faiblesse, c'est pas de ne pas avoir assez mis de fric, c'est de ne pas le mettre ensemble. Et là se pose une question qui est typiquement politique. Et Clémentine, comme Bertrand le rappelait, le sujet, ce n'est pas l'outil militaire. L'outil militaire est à la disposition d'un projet politique. C'est est-ce que on a conscience que si on veut pouvoir dissuader ou pouvoir exercer une pression à un moment sur des pays qui se voudraient vindicatifs, agressifs, que la seule échelle possible, c'est celle de l'Europe. Sinon, on a une armée de bonsaï qui se prend pour une forêt. Voilà ce que je voulais vous raconter. Merci beaucoup, Guillaume, qui m'appelle Vincent ce matin. Ah, pardon, excuse-moi, parce que j'ai aussi un Vincent C'est pas Cautré dans mes grave. amis. Excuse-moi, Christophe. Pas de souci, pas de souci. Ça me permet de rebondir parce qu'effectivement, je l'avais déjà entendu évoquer la question peut-être d'imaginer, et ça c'est une décision politique effectivement, d'un conglomérat européen de type Airbus sur la question de l'armement. Donc c'est plus une mutualisation de nos moyens que les moyens eux-mêmes, effectivement. Et ça pose la question, tu le rappelais tout de suite, celle du volontariat et d'un commandement peut-être unifié qui serait à réfléchir. Ma prochaine question vous concernerait tous les trois, Clémentine, Bertrand et Guillaume. C'est qu'il y a la question effectivement de l'armée, il y a la question des moyens militaires et puis il y a la question des accords. C'est quelle est notre marge de manœuvre politique? Alors là, effectivement, on va ouvrir un débat parce il y a plusieurs éléments. J'en donne quelques-uns. C'est celle de notre participation à l'OTAN, est-ce qu'on appartient à l'OTAN ou pas, à son commandement unifié. Il y a eu beaucoup de débats ces dernières années sur ces questions-là, depuis même la fondation de l'OTAN. La question de l'autonomie dans la mise en œuvre de nos moyens, nous sommes liés pour des questions de cyberdéfense, par exemple, aux États-Unis. Si l'administration Trump est en train de redéfinir des partenariats et des conflictualités également, comme on l'a évoqué, est-ce que ces accords sont toujours valables? Il y a un certain nombre de choses que l'Europe ne peut pas faire sans l'aval des États-Unis d'un point de vue militaire. Et autre question, effectivement, c'est la question de... Alors, Guillaume, tu répondais en partie, mais sur l'apport au niveau des armes, il faut savoir que c'est un chiffre que nous avons lu, même s'il est compliqué à définir très précisément. 60% des armes achetées en Europe sont des armes de fabrication étrangère. Donc, ce sont un certain nombre de questions, industrialisation, partenariat, indépendance politique. Comment peut-on repenser? Alors, effectivement, vous me pardonnerez, et chacun peut-être dans son domaine et dans son champ de réflexion pour y répondre à cette question-là, comment repenser l'ensemble de notre défense de manière la plus large possible, et pas seulement d'un point de vue d'une armée européenne. Clémentine, peut-être? Oui, merci pour les deux interventions. Alors, sur ce sujet précis, peut-être moi plus en question à Guillaume Ancel sur la mutualisation des moyens européens. Et moi, je retiens l'idée de la garde européenne. Mais sur la mutualisation des moyens, il y a quand même une situation. Si on est d'accord sur le fait qu'une armée a de sens si elle est adossée à une stratégie commune, le problème sur lequel on bute, c'est pas l'idée qu'on serait plus efficace si on était ensemble,
Mais au fond, c'est plus efficace pour faire quoi? Et surtout dans un moment où, à l'intérieur de l'Union européenne, se trouvent quand même des gouvernements aux objectifs qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux des autres, hein. Je veux dire, Orban ou, je sais pas, l'Espagne, même la France, hein, c'est pas la même musique du tout, y compris en termes d'alignement avec les États-Unis, avec Poutine. Donc c'est sur ça un peu qu'on frotte, qu'on bute. Donc j'aimerais bien entendre Guillaume Ancel peut-être nous dire quelque chose là-dessus, hein, parce que Hmm. on l'a fait même la garde, très bien. D'ailleurs, en France, est-ce qu'on peut pas faire une garde déjà pour commencer en tant que telle? Donc ça, voilà, peut-être déjà cette première question. Et après, alors, je reviens un petit peu en arrière, mais je veux continuer la discussion avec Bertrand, qui est une discussion qu'on a déjà eue plusieurs fois, et de voir comment on peut poser les termes. C'est-à-dire que sur Sud global et Occident, le problème, c'est que les choses sont beaucoup plus fracturées qu'elles ne l'ont été, au sens où l'humiliation est un ferment et continue de l'être. Donc j'entends tout à fait ce que tu dis. En même temps, là encore, l'Inde ou l'Afrique du Sud, c'est quand même pas tout à fait la même musique, ni l'Arabie Saoudite ou l'Iran que le Brésil. Et prendre en considération aussi ces reconfigurations laisse à penser que, en même temps que l'Occident est fracturé, que l'équilibre de 45 n'est plus, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à chercher qui dépasse la configuration mondiale où on aurait un Sud global humilié, un Occident soudé, toujours épris d'impérialisme et de domination? Est-ce que nous, on n'a pas quelque chose à proposer qui transcende en fait ces deux, c'est pas des blocs, mais tu vois ce que je veux dire, cette manière très binaire aussi d'appréhender le monde. C'est plus faire ça. Donc, enfin, je prends ta remarque et je pense que tu as parfaitement raison. Et en même temps, tu vois de quel côté je cherche. Donc après, comment on le reformule en fait? Guillaume, Je vais essayer de répondre à Clémentine sur la première question. En fait, ce qui est terrible, moi j'ai toujours été un fervent soutien de l'Union européenne, mais en fait on voit bien avec les crises, et en particulier la guerre en Ukraine, que en fait l'Union européenne c'est un club de commerçants qui a remarquablement fonctionné et qui a assuré la prospérité de l'Europe, je dirais presque dans tous les domaines, parce qu'au fond, elle a eu un impact culturel avec Erasmus et les domaines de la culture et de l'éducation. Elle a un impact financier, commercial, euh, sur la défense de l'environnement, parce qu'elle peut prendre des mesures que tout le monde comprend qu'on doit les partager, sinon ça n'a pas de sens. Mais ça n'a jamais été une communauté politique. Et que à Exactement. partir du moment où on a besoin de se mettre d'accord sur une stratégie politique, bah, on voit l'association de commerçants qui ferme le rideau et qui dit bah ouais, mais juste moi j'ai jamais été constitué pour ça, je n'ai pas la légitimité pour ça. Puis d'ailleurs, dès qu'elle essaye d'en parler, je pense à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, chaque fois qu'elle essaye d'aller sur ce terrain-là, on voit chaque membre de l'Union européenne qui arrive en courant, et Macron n'est pas le dernier, pour lui dire tu n'as pas le droit d'en parler, tu n'es pas légitime. Donc on a une question aujourd'hui, autour d'un véritable projet politique, et moi je vais le dire simplement, on a besoin de construire des États-Unis d'Europe. C'est-à-dire de trouver quels sont les pays, ce ne sera pas tous, mais quels sont les pays qui décident que leur destin est lié et que par conséquent, on doit avoir, tout en respectant, comme dans un État fédéral, d'avoir des pays qui ont leur culture, qui ont leur tradition, que ça n'a jamais été incompatible. On n'a qu'à regarder le modèle de la Suisse avec le fait qu'au-dessus, il y a un État européen qui dit, moi, il y a trois ou quatre domaines qui sont de mon ressort et dans lesquels je partage les ressources et les objectifs, la stratégie et les moyens que j'y mets en face. Alors après, est-ce qu'en France, on peut créer l'équivalent d'une garde? En fait, vous voyez, j'ai eu cette conversation avec mon camarade Thierry Burkhardt, qui est chef d'état-major des armées, qui est de ma génération de Saint-Cyr, il y a exactement 2 semaines. Et il m'a dit, je ne m'intéresse absolument pas à ce que tu proposes, Guillaume, mais j'ai lu dans le détail tout ce que tu as écrit sur la garde européenne, parce que quand même, on ne va pas commencer à dire qu'on doute et qu'on débat au sein de l'armée. C'est absurde. Voilà. Et je me Pardon. suis dit, au fond, ce que j'avais toujours, comment dire, intuité, mais voilà, encore une fois, j'avais la réalité sous les yeux, un système militaire est par essence défensif.
Et par conséquent, c'est un système hyper conservateur qui a énormément de mal à réfléchir par lui-même, puisque par nature, dans sa fonction, il est là pour défendre ce qui existe. Et quand on lui dit qu'il faudrait se remettre en cause, il sort tous les arguments nécessaires pour expliquer que surtout le fortin est fermé, qu'on a ramené les portes battantes et qu'il n'est pas question que quelqu'un le bouge. Donc, pardon, mais on ne peut pas compter sur les militaires pour proposer une évolution de l'armée. C'est aux politiques d'en décider. C'est une question qui est éminemment politique. Et la garde française n'a jamais fonctionné parce qu'en fait, et c'est ma génération qui l'a faite, donc je sais de quoi je cause, on a décidé de consacrer tous nos moyens à une toute petite armée professionnelle qui est devenue un corps expéditionnaire léger et qui n'a jamais rompu avec une tradition que je vais appeler post-coloniale, qui consiste à aller intervenir à l'étranger même quand on ne nous le demande pas. Donc on vient pendant 10 ans au Mali, à aucun moment on se pose la question de la stratégie politique, celle que tu évoquais, Clémentine. On évite tous les débats politiques sur le sujet parce qu'on serait bien emmerdé d'expliquer ce qu'on est venu foutre là. Et on en repart la queue basse une fois qu'on s'est fait virer par les Maliens qui nous prennent pour une force d'occupation au bout de 3 ans. C'est le cas dans toute intervention militaire, que le territoire sur lequel on est dise mais c'est quoi ces Français qui stationnent là? Imaginez des régiments maliens qui seraient en France pour nous aider dans la guerre en Ukraine. Je pense qu'au bout de 3 ans, personne ne l'accepterait vraiment. Et là, on découvre qu'on n'a pas de stratégie politique et qu'on a un outil militaire qui s'est auto-organisé pour pouvoir faire des opérations à l'étranger avec une industrie militaire qui s'est complètement comment dire, adaptée à ces missions-là, qui ne fait plus que du matériel léger, très sophistiqué, horriblement compliqué à fabriquer. Je vais prendre un exemple. Alors, pardon de revenir sur un domaine technique, mais vous allez voir, c'est assez représentatif. Je suis un ancien officier d'artillerie. Vous avez tous entendu parler de ce bijou d'orfèvrerie qu'est le canon César. On a vraiment l'impression qu'on présente un défilé de mode. Ben, le canon César, ce n'est pas un canon d'artillerie. Voilà. En artillerie, un canon léger qui n'est pas protégé, qui ne protège pas son équipage et qui est extrêmement fragile, qui ne peut pas tirer plus d'une centaine de coups sans qu'on soit obligé de reprendre l'intégralité du canon, ça n'est pas un canon d'artillerie pour faire la guerre comme celle qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Pourquoi on ne parle que du canon César? Parce que l'industriel français Nexter, qui est un héritier des manufactures royales, ne sait plus produire que ça. Et donc, il faut faire croire à la société française, y compris à son armée, enfin, il y a une connivence très forte avec elle, que ça tombe bien, c'est le truc dont on a besoin. Voilà, c'est ça dont il faut sortir. Pardon, mais il faut réfléchir d'abord avec une stratégie politique et ensuite chercher quels sont les moyens industriels dont on a besoin. Et ça, c'est clair qu'on ne pourra le faire, et c'est dans le domaine de compétences de l'Union européenne, qu'avec des Airbus de la défense, avec des industriels qui sont capables d'intégrer des sous-traitants dans toute l'Europe et de dire, comme pour Airbus dans le domaine aéronautique, on arrête avec la TECOR, qui était une marque historique française. C'est pas la TECOR qui va concurrencer Boeing, c'est Airbus. La TECOR travaille pour Airbus. C'est ça dont on a besoin, c'est d'un projet politique et d'un projet industriel à la hauteur de l'Europe. Merci Guillaume. Bertrand, est-ce Bertrand. que tu voulais répondre Ah oui, à oui, oui, oui. Clémentine peut-être? On va poursuivre là-dessus. Oui, oui, oui. Et même, il est 11h03 et je vais pousser mon coup de gueule. Alors, c'est pas un coup de gueule contre, parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et même je vais me brancher directement sur les dernières phrases de Guillaume que j'assume, vous allez le voir parfaitement. Mais c'est un coup de gueule pour. Il faut une bonne fois pour toutes. Si la gauche veut exister, si la gauche veut avoir un projet international, ce qu'elle n'a pas du tout, si la gauche veut être audible sur le plan international, ce qu'elle n'est pas du tout, elle n'existe plus. Si elle veut donc réémerger et s'imposer, il faut avoir en tête deux choses. C'est que la finalité l'emporte sur l'instrument, premièrement, et que la finalité est déterminée par le contexte, deuxièmement. Alors revenons là-dessus. Il faut bien comprendre que avant de se demander comment faire, il faut se demander quoi faire. Et se demander quoi faire, c'est dans un contexte qui est celui de 2025 et qui n'est plus celui de 1945 ou 1947. L'OTAN a été inventée pour faire face au bloc soviétique, ce qui va donner 6 ans plus tard le pacte de Varsovie. Aujourd'hui, le pacte de Varsovie n'existe plus, le bloc soviétique n'existe plus, c'est la Russie poutinienne qui existe, qui est tout autre chose, n'est-ce pas?
Et il faut bien comprendre que dans ce contexte nouveau, le maintien sans amendement de l'alliance militaire née en 1945 crée exactement les effets inverses, c'est-à-dire euh, génère cette perception de l'entre-soi occidental, l'embastillement du monde occidental et son isolement par rapport au reste du monde. Ce sur quoi M. Poutine a joué de manière éhontée, mais jouer de manière éhontée, c'est sa partition, donc ça ne nous étonnera pas, consistant à dire, voyez, s'adressant aux gens du Sud, je suis, moi, Russie, comme vous, victime de cet Occident collectif. Il faut donc casser ce campisme qui résiste d'autant plus fort qu'il est alimenté par cette rétraction identitaire dont je parlais tout à l'heure, qui est un Occident qui, ayant le sentiment de perdre pied face à la mondialisation, eh bien, est en train de retourner vers lui-même et de regarder son nombril. C'est le Trumpisme, mais c'est aussi l'AfD, c'est aussi Nigel Farage, c'est aussi Madame Meloni, c'est aussi Madame Vidal, c'est aussi Le Pen et compagnie. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord sortir un projet de coexistence. La droite ne le fait pas, ou le centre droit, ou je ne sais pas trop comment appeler la macronerie, ne le font pas. La gauche gagnerait en sortant le nouveau projet post-bipolaire de coexistence. Alors, ça veut dire, et pour répondre directement maintenant à la question de Clémentine, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est nous aussi de jouer au partenariat multiple, nous aussi jouer du multi-alignement, nous aussi ouvrir notre porte à tout le monde et pouvoir créer, en tissant des liens de partenariat généralisés, les éléments d'une coexistence. Quel effort a été consenti par l'Occident depuis la décolonisation et la chute du mur pour créer de vrais partenariats avec les pays du Sud? Et je suis d'accord sur le fait que objectivement le Sud global n'existe pas. Il existe subjectivement et c'est sa force. Sa force est justement d'être pensé et ressenti unanimement par tous les gens du Sud. Eh bien, ce qu'il faut, c'est dépasser cela et expliquer aux partenaires du Sud qu'on peut sentir la même chose, qu'on peut faire la même chose. Et qu'attend-on pour créer de vrais partenariats avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud, pour dépasser la France-Afrique, qui a été un échec total, dont le tout dernier avatar a été cette ridicule crise diplomatique qui a commencé en juillet 23 avec le coup d'État au Niger et qui s'est terminée honteusement par le retour la queue basse de notre ambassadeur un an après, et après avoir été isolé, persécuté, ridiculisé par les autorités nigériennes. Donc il y a là un problème d'invention de partenariat. Alors concrètement, parce que on me reproche souvent d'être le professeur tournesol dans cette affaire, moi je voudrais faire deux propositions concrètes. D'abord, une proposition concrète de coexistence, c'est-à-dire Helsinki 2 en Europe. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une Europe post-bipolaire? Personne ne s'est posé la question. Je vous mets au défi de me trouver un livre, un discours qui nous brosse le tableau de ce que pourrait être l'Europe post-bipolaire. Et ça, 35 ans après la chute du mur. 35 ans et demi après la chute du mur. Donc là, faisons une proposition d'un Helsinki 2. Ça ne veut pas dire, mes amis, ça ne veut pas dire il faut déchirer l'OTAN, c'est fini au panier. Mais au moins, il faut la réformer complètement avec de nouveaux partenaires. Ne pas considérer comme dramatique l'entrée de la Moldavie, de la Bordurie ou de la Moldavie dans l'OTAN, mais considérer que des partenariats généralisés sont possibles. C'était une question qu'on se posait à la fin du siècle dernier et que l'on peut maintenant recontextualiser et définir. Il faut aussi avoir le courage de proposer une solution de coexistence politique au Proche-Orient. La diplomatie française est en train de se ridiculiser, mais moi, mes amis du Sud sont pliés en deux de rire devant la diplomatie chaotante de la France qui un jour dit on va reconnaître la Palestine, le deuxième jour ah ben non, ah mais de toute façon on le fera que si machin le fait, etc. C'est d'un ridicule profond. Il faut faire une proposition de coexistence précise. Je vous mets là aussi au défi de me trouver une seule proposition émise par un seul État de coexistence politique au Proche-Orient. Il y a des voies
possible pour le faire et ensuite pour les contraindre. Et on pourrait continuer, n'oublions pas le conflit du Soudan, le conflit du Congo, où là nous avons le Poutine africain qui s'appelle Kagame, qui est vraiment le frère jumeau de Vladimir Poutine et qui a sur le Kivu exactement les mêmes visées de dénazification que Poutine peut avoir sur l'Ukraine. Tout ça est le comble du cynisme, n'est-ce pas? Et on pourrait ainsi continuer. Et puis enfin, il faut régénérer un projet de coexistence globale. C'est-à-dire que le multilatéralisme politique, il est mort. Comme dirait l'autre, il est en mort cérébrale depuis bien longtemps. On l'a vu dans le vote avant-hier au Conseil de sécurité, qui a complètement bloqué toute possibilité de solution du conflit israélo-palestinien. Donc, en revanche, le multilatéralisme social, lui, il n'est pas mort. Et il faut lui rendre hommage. Il fait un boulot formidable. L'OMS, le PAM, l'UNICEF, le HCR, etc. Bon, le grand Kofi Annan avait comme idée de régénérer le multilatéralisme social jusqu'à le rendre si fort qu'il aurait une capacité politique. L'idée est pas sotte, mais ça implique effectivement un gros travail de redéfinition du multilatéralisme. Vous connaissez quelqu'un qui, dans le monde, aujourd'hui, est en train de travailler sur un projet sérieux de réforme du multilatéralisme? Non, on va travailler sur, je ne sais pas quel projet fantaisiste que Clémentine a à affronter tous les jours à l'Assemblée nationale, mais ça, un projet de réforme du multilatéralisme. Bon, alors je sais que notre ami Jean-Paul Lecoq, avec Madame Wisniewski, avait lancé un projet, mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin, il faut taper beaucoup plus fort, hein. Eh ben, c'est ça aussi notre boulot. Voilà, j'arrête là parce que sinon je vais péter un câble, hein. Projet de réforme du multilatéralisme, je vais m'en sortir. Proposition de coexistence. Helsinki 2, ce sont des propositions. Dans quel cadre peuvent-elles avoir lieu? Alors effectivement, il y a la question sur laquelle je voudrais revenir qui est est-ce que l'Union européenne, et ça c'est une question éminemment politique, est-ce que l'Union européenne est-il le cadre pour le redéfinir? Est-ce qu'elle en est capable? Clémentine rappelait tout à l'heure, effectivement c'était rappelé tout à l'heure que entre l'Europe de Viktor Orban, l'Europe d'Emmanuel Macron et l'Espagne actuellement, les objectifs, on n'est pas lu dans le comment, on est dans le quoi, et le quoi va véritablement poser problème. Donc est-ce que la France ne doit pas, en dehors du cadre européen, repenser ses partenariats, ses objectifs, etc., dans un autre cadre? Et ça pose effectivement la question du multilatéralisme, de nouveau, se pose dans le cadre de l'ONU, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas, dans le cadre du Conseil de sécurité, dans une aberration, comme tu le disais Bertrand, issue de la Seconde Guerre mondiale? C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, le Sud global s'exprime à travers l'Assemblée générale des Nations unies, 193 pays, qui a moins de poids politique que le Conseil de sécurité. Là aussi, une question se pose. Comment ça reprend? Alors, je vois, je vais vous ouvrir la question à tous les trois. Quels sont les cadres qui empêchent cette réflexion et quels sont les cadres qui, au contraire, pourraient favoriser cette réflexion, cette discussion et cette initiative politique? Bertrand, tu as levé la main. Oui, plusieurs choses. D'abord, je ne dirais pas exactement que le Conseil de sécurité a plus de pouvoir que l'Assemblée générale. Sur le papier, oui. De par le droit, c'est évident, puisque les décisions du Conseil de sécurité sont contraignantes et l'Assemblée générale pas, mais elles ne sont systématiquement suivies d'aucun effet. Quand elles sont prises, ce qui est rare, parce que le veto bloque souvent les résolutions, à quoi a débouché sur quoi a débouché la 242 et la 338, par exemple. Et je pourrais trouver de très très nombreux exemples. Donc le Conseil de sécurité, c'est fini. C'est uniquement, je sais pas moi, c'est une fantaisie qui est un jeu télévisé, quoi, en gros, pas plus. Bon, l'Assemblée générale, elle garde un poids moral. Vous savez, il ne faut pas sous-estimer les deux alliés que nous avons pour cette cause. Le premier allié, c'est le droit, c'est-à-dire le droit à une capacité énonciatrice qui n'a jamais été aussi audible. Vous allez me dire que les décisions prises par la CPI et la CIJ ne sont pas suivies des faits. Oui, mais elles ont un retentissement absolument extraordinaire. Donc la parole du droit
est non seulement une parole stigmatisante, mais c'est une parole énonciatrice. Il va falloir désormais se définir par rapport au droit. C'est un progrès gigantesque. Ne soyons pas pessimistes sur tout, n'est-ce pas? Et notamment, si maintenant on peut parler de génocide à Gaza alors que celui-ci est évident depuis un bon moment, si on peut en parler sans risquer d'aller devant les tribunaux et d'être poursuivi par je ne sais quelle association qui vous traite d'antisémite ou d'apologie du terrorisme, c'est parce que le droit a parlé. Et plus personne ne peut le contester. Et puis, et ça me permet de répondre à votre question, à côté du droit, nous avons une autre ressource, qui est les sociétés, les dynamiques sociales. Aujourd'hui, qui règle la circulation dans le jeu international? Pas les chancelleries politiques. Les États sont complètement paralysés sur le conflit israélo-palestinien. Tous les États, pas seulement les Occidentaux, mais la Russie, Poutine, rien sur Israël-Palestine. Et les gouvernements arabes, rien. Sauf peut-être l'Algérie, hein, sur la défense des Palestiniens. Donc, qu'est-ce qui fait bouger les choses? C'est les sociétés. C'est cette prise de conscience. Pourquoi a-t-on si peur des mouvements estudiantins jusqu'à les réprimer de façon féroce et injuste dans les campus? C'est parce qu'ils font bouger les sociétés et les opinions publiques, parce qu'ils empêchent de cacher la poussière sous le tapis, parce qu'ils posent le problème. Et regardez la mutation de l'opinion publique. La Palestine a gagné la bataille de l'opinion publique. J'ai vu un sondage Odoxa qui date du 25 mai, c'est tout récent, 25 mai dernier, disant que 74% des Français seraient favorables à sanctionner Israël. 75% des Français. 63% seraient favorables à reconnaître l'État palestinien. Tout ça, ce sont des dynamiques sociales qui changent la donne, qui ont obligé même Biden à changer de discours, qui oblige même Trump à ne plus avoir ce suivisme béat à l'égard de l'État d'Israël. Et je pourrais vous donner quantité d'exemples qui, hélas, ne sont que rhétoriques, hein, pas pratiques, mais quand même la rhétorique, ça compte aussi un petit peu, montrant qu'il se distingue du soutien à l'entreprise génocidaire de Netanyahou. Donc, il faut miser sur cette mobilisation sociale. Regardez comment les gouvernements d'aujourd'hui ont peur des sociétés. Moi, un, qui ai commencé ma vie politique en 1968, j'étais très jeune, rassurez-vous, je me souviens qu'en 68, les étudiants bougeaient énormément, ça faisait pas tellement peur au gouvernement. J'ai jamais vu des flics entrer à Sciences Po en 68. Là, je les vois presque tous les jours, hein. Bon, il y a là une modification profonde. Regardez la terreur de M. Trump face à Harvard ou face à Columbia. Pourquoi a-t-il peur à ce point-là? C'est parce que c'est en train de changer les sociétés et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Merci beaucoup, Bertrand Badi. Alors, j'aurais deux questions. Je voudrais peut-être que Guillaume rebondisse là-dessus parce que tu vas avoir un temps. Et puis, effectivement, avec toi, Clémentine, voir comment on peut penser l'articulation entre la France et l'Union européenne sur ces questions-là, qui est une question éminemment d'actualité, pour ne pas dire d'urgence. Alors, peut-être, Guillaume, tu as encore quelques instants. Tu devais partir, je pense, 10h20. Est-ce que je te laisse la parole tout de suite? Tu m'en excuserais, Clémentine, si tu... Enfin, Ah non, je... mais bien sûr, bien Au niveau sûr. d'accord que Guillaume, parce que Guillaume devra partir et peut-être on rebondira avec toi après sur les. Ah, mais ce sont nos invités qu'on a surtout envie d'entendre, hein. Merci. Merci Clémentine, merci Christophe. Euh, Peut-être une réflexion qui n'est pas facile à entendre, mais qui s'inscrit dans ce que Bertrand vient de nous rappeler. Il faut que la France accepte qu'elle n'est pas une grande puissance. C'est sûr. Et je vais à contre-courant de toutes ces personnes qui ont encore en tête, je ne sais quelle image d'ailleurs, qui pour moi est totalement dépassée. La France est une puissance moyenne, entourée de puissances moyennes. Et si on veut arriver à construire une véritable comment dire, alliance européenne, on a besoin d'abord de faire preuve de modestie. Je crois que ce qui nous plombe le plus, ou plutôt quand je travaillais à Bruxelles, mes amis belges me disaient souvent ici, si tu veux faire fortune, tu achètes les Français à leur valeur réelle et tu les revends au prix auquel ils s'estiment. C'est terrifiant, cette espèce de culture que nous avons de la France, grande puissance, que le monde entier va écouter. Je suis désolé,
ça n'existe que chez nous. Et donc, tant qu'on n'aura pas fait cette espèce de réforme intellectuelle qui consiste simplement à faire preuve d'un petit peu de modestie vis-à-vis des autres, et en particulier vis-à-vis de ceux qu'on veut aider, on n'y arrivera plus parce que ça n'existe plus dans notre siècle. Je suis désolé, mais la figure patriarcale d'une France bienveillante et qui éclaire le monde, elle est totalement obsolète. Au mieux, elle fait rigoler nos partenaires étrangers. Au pire, elle les braque. Et donc, on a un sujet de perception de la France qui est essentiel. Au lieu de vouloir faire Make the France Great Again, on ferait mieux de dire faisons en sorte que nous soyons forts ensemble. Et ensemble avec qui? Et c'est là où le projet international de Bertrand, pour moi, est essentiel. C'est aux forces de gauche d'arriver à impulser un véritable projet politique qui va emmener les générations, ces jeunes générations, qui ont parfaitement compris que la taille, la frontière de la France n'a plus d'importance. Ça n'est pas celle-ci qui compte. C'est quoi les peuples qui sont capables de s'unir ensemble pour dire on veut ça, on veut vivre de telle manière, on veut aider les autres de telle manière. Et ça, on ne l'acceptera pas. Donc, pour moi, il y a une question qui est presque existentielle autour de il faut que la France accepte de faire amende honorable, de se montrer sous un jour nouveau, qui est d'abord celui de l'attention aux autres, et aussi d'arrêter de se penser comme une espèce de grande puissance qui se protège, qui se sécurise, etc. Vous voyez, moi, il y a un truc qui me fait honte. J'ai beaucoup travaillé à l'étranger, je travaille très souvent avec des étrangers en France. Mes gendres sont tous d'origine étrangère. Je n'entends plus parler en France, je n'entends pas parler en France depuis des décennies du fait que c'est cette immigration qui nous permet de vivre, que juste au lieu de le relier uniquement à des sujets de sécurité, comme si c'était eux qui avaient inventé la sécurité, on comprenne que notre société française, elle fonctionne grâce à l'apport des autres. Et si déjà on arrivait à parler en positif de ce que nous apporte l'alliance avec les autres, on franchirait un pas essentiel qui consiste à ne plus se croire français de souche, le mot dont j'ai le plus honte, et qu'on commence à comprendre que c'est parce que dans notre ADN, on a profité de cultures multiples qu'on est capable de vivre avec les autres. C'est ce multilatéralisme qu'évoque Bertrand, mais nom de chien, on ne peut vivre qu'avec les autres. Donc, construisons quelque chose avec les autres. Merci infiniment, Guillaume. Euh, tu dois nous quitter tout de suite. Christophe, je suis désolé, je dois vous quitter. Clémentine, Christophe, Bertrand et à toute l'Assemblée, Merci. c'était un grand plaisir d'intervenir avec vous. À bientôt, j'espère. Merci Merci infiniment et puis beaucoup. d'avoir repoussé jusqu'à 10h20. Formidable. Clémentine, peut-être. Oui, alors moi j'adore ce que vient de dire Guillaume parce que j'ai dans mes cartons, mais il faudrait que je le sorte de mes cartons, l'idée de faire un colloque sur la notion de puissance. Je pense qu'il faut l'interroger parce que ça fonctionne pour la France d'arrêter de se prendre pour une grande puissance impérialiste, mais penser le monde à travers un jeu de puissance, c'est aussi quelque chose qui, à mon sens, mérite d'être interrogé. Je parle sous le contrôle de Bertrand qui va me donner son avis sur cette affaire. Voilà. Alors après, pour répondre à ta question, Christophe, sur France et Europe, en fait, l'articulation entre les deux, moi, je reste peut-être un peu ambivalente au sens où je ne vois pas comment, dans la configuration mondiale actuelle, avec la crise climatique, avec les rapports de force nécessaires, avec la Russie, les États-Unis, en fait, pour peser sur ces transformations, y compris sur les enjeux sociaux, pour être un acteur important, on peut uniquement penser à l'intérieur des frontières nationales. Ça, je crois pas ça. Je crois absolument pas ça. Donc moi, je suis favorable à ce qu'on pense alliance au-delà du simple cadre national, mais la difficulté devant laquelle je bute, c'est comment on fait à l'échelle européenne avec notre histoire qui était bien résumée par Guillaume, c'est-à-dire qu'on a fait l'Europe à l'envers, on en a fait d'abord un grand marché et on a du mal à sortir de cette logique de marché et d'avoir une Europe qui soit une Europe politique, une Europe qui fonctionne, voilà, pas d'abord sur cette concurrence en fait, hein, organisée à l'intérieur de nous-mêmes avec beaucoup de dumping, mais en tout cas comme un grand marché. Donc comment on passe la seconde dans un moment en plus où monte l'extrême droite, ce qui nous crée une difficulté supplémentaire, je trouve, à créer des alliances. Et on l'a vu d'ailleurs que l'Union européenne en tant que telle, alors c'est deux choses différentes, hein. L'Europe, l'Union européenne, et d'ailleurs Guillaume
fait la différence. Et on a vu le leadership qu'a pu prendre la Grande-Bretagne, y compris avec des pays européens. Il a presque pris le lead hein, sur certains sujets pour nous emmener. Donc, il faut qu'on arrive à articuler les deux, c'est-à-dire retrouver la juste place de la France, avoir nous-mêmes déjà une stratégie, des buts, une proposition politique, comme le disait Bertrand, ça je partage, hein. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà qu'on ait quelque chose à dire, quelque chose à proposer pour emmener, pas pour imposer, mais pour en tout cas dire voilà la base de discussion à partir de laquelle on peut créer une union et une union qui nous rende plus forts. Et dans ce cadre-là, à mon sens, il faut que ça englobe le tout. C'est là où je rejoins la proposition politique de Bertrand. C'est-à-dire que si on parle de la logique de paix, en fait, ça englobe des choses qui concernent la lutte contre la marchandisation du monde, les inégalités en tout genre et la question climatique. Si on ne prend pas tout ça en considération pour avoir une stratégie de paix, en fait, on passe à côté du sujet. Or, on a bien vu comment le gouvernement voulait nous enfermer sur un sujet très viril de rapport à la guerre, hein. C'est l'effort de guerre, avoir des armées, acheter des canons César, et c'est comme ça qu'on va réussir à se protéger. Donc il faut avoir une doctrine géostratégique qui prime sur comment dire, l'outil militaire, enfin, voilà, c'est-à-dire la politique avant la folie de la guerre, et une conception géopolitique qui s'ouvre sur des unions qui à la fois doivent être importantes dans le cadre européen, mais qui, à mon sens, doivent chercher à s'ouvrir au-delà de l'Union européenne en regardant les pays du Sud. Et décloisonner ce rapport entre nous et les pays du Sud me paraît un enjeu stratégique majeur aujourd'hui. Et la Russie, enfin, Bertrand le disait, je réinsiste, hein, mais je trouve que la Russie s'est extrêmement bien démerdée pour justement, elle, comprendre cette humiliation et créer en fait des relations avec un certain nombre de pays du Sud qui lui donnent une position stratégique importante. Et que nous, on n'a pas du tout joué. On s'isole en fait. On s'isole totalement et on devient ridicule. J'ai entendu plusieurs fois, moi, c'est ce que je pense de la politique de Macron sur l'international. Elle est très erratique, hein. En fait, elle est très erratique, elle n'a pas de suivi dans les idées et du coup, elle n'a pas de force parce qu'elle apparaît un peu ridicule. Tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Oui, j'avance comme ça, mais en fait, non. Et du coup, ça n'a pas du tout, absolument pas d'efficacité. Absolument pas d'efficacité. Mais voilà, moi, la notion de puissance, vraiment, elle m'interroge beaucoup parce qu'il y a une dimension viriliste, il y a une dimension impérialiste qui est mise parfois derrière. Donc, est-ce qu'il faut la re-remplir au sens puissance de pouvoir agir? C'est ce que ça veut dire normalement, du pouvoir agir, mais je trouve qu'elle est énormément imprégnée de cette affaire de domination en fait de l'autre, de paroles révélées et de puissance virile guerrière. Donc, en tout cas, si on continue de l'utiliser, je pense qu'il faut la re-remplir d'une certaine manière. Bertrand, est-ce que tu veux rebondir en quelques mots En dessus? quelques mots, parce que malheureusement, je dois vous quitter Oui, moi aussi. mais- Mais effectivement, là, ce que Clémentine a dit est extrêmement important. Je la rejoins, mais dans mon esprit, c'est la proposition en tous les cas que je fais, c'est que il faut être fidèle à ses valeurs et à ses souhaits, ses attentes politiques avant d'être fidèle à ses voisins. Hein. Quand vous êtes dans une assemblée, un dîner de copains, etc., vous n'allez pas dire ah ben il faut d'abord que je sois d'accord avec mon voisin de table avant de me prononcer sur ce que quelqu'un a dit à l'autre bout de la table. Il faut avoir un jeu ouvert. Il ne faut pas oublier que l'Europe, l'OTAN et tout ce qui précède ont été créés avant la mondialisation, avant ce que le grand Édouard Glissant appelait la mondialité. Nous sommes maintenant dans le monde. Et pour cette raison, il y a un mot que je n'emploierai plus jamais, c'est le mot de géopolitique, qui est trompeur, qui effectivement instinctivement nous pousse à l'alliance, aux relations de voisinage, à l'obligation de fidélité aux voisins, etc. Bon, si je dois être en désaccord avec le gouvernement italien et en accord avec le gouvernement sud-africain, c'est très bien dès lors que c'est cohérent avec mes choix politiques. Et il faut faire cette révolution, c'est absolument indispensable. Il faut créer
je dirais, cette fidélité de valeur et la faire passer devant ces fidélités d'alliance avec lesquelles on ne peut pas progresser, parce qu'on ne peut pas effectivement s'entendre avec un monsieur Orban, même s'il est dans la même alliance et dans la même Union européenne que nous. On en est arrivé là, et on pourra déconflictualiser le monde à partir du moment où on saura faire des partenariats avec d'autres tout à fait différents de nous. Et c'est ça la nouvelle politique étrangère. Et effectivement, ce qui a été fait non seulement sous la présidence de Macron, mais je dirais toutes les présidences post-bipolaires, hein, ça commence avec Chirac, et enfin ça commence même avec Mitterrand, mais on était là qu'au tout début, ça a été une catastrophe parce qu'on n'a pas compris ça. Euh, pardon, pardon de devoir maintenant vous quitter, mais c'était le contrat. En revanche, je suis ouvert à toutes les questions que vous me transmettrez par voie de mail. Je ne veux en aucun cas montrer de l'indifférence à l'égard de ce débat et de la suite de ce débat. Merci infiniment, Bertrand Badi, Merci Bertrand. d'avoir été parmi nous. Effectivement, on est dans l'esprit de ce webinaire au début de certain nombre de questions qui vont se poser sur les questions programmatiques pour notre parti, qui vont faire l'objet d'un certain nombre de débats. On est au point de départ d'une réflexion et je la trouve passionnante et utile. Il va y avoir un certain nombre de questions, Et Emmanuel. oui, Alors, pardon. J'ai oublié de répondre à une question de Clémentine. Je suis oui. tout à fait d'accord avec elle. L'un des problèmes numéro un, c'est redéfinir ce que puissance veut dire aujourd'hui. Et Ah, ce regardez que ça. puissance veut dire au jour où Trump prend une claque par jour, mais pas seulement Trump, Poutine aussi, on les montre pas, les claques qu'il prend, et Netanyahou qui prend aussi des claques, parce que finalement, son escalade de la puissance, moi, me fait penser au général Massu qui, en 1957, nous disait, avec la bataille d'Alger, on a éradiqué le terrorisme. Ben, on en est loin, n'est-ce pas? Donc, ces puissances échouent parce que c'est de la puissance d'une autre époque. Mais malheureusement, comme on ne sait pas opposer un modèle clair de la puissance nouvelle, postmoderne diraient certains, eh ben c'est la vieille puissance qui continue à tuer le monde. Ce coup-ci, vraiment, je vous embête plus. Merci, Merci beaucoup. Bertrand. Mais je vous Merci, en prie. Bertrand. Alors, c'était un petit peu le deal dès le départ avec Bertrand et Guillaume. Ils devaient partir à 11h30 et nous ont fait l'immense plaisir de leur temps pendant 1 heure et demie, un week-end de Pentecôte. Ça n'a pas été facile. Donc, je comprends qu'il y a certaines questions qui vont être posées. Et puis, merci Bertrand, du coup, d'avoir accepté le principe. S'il y a des questions qui se posent, on prolongera la conversation, y compris par écrit. Il y aura moyen. Je le répète, on est vraiment dans l'ouverture d'un débat et non pas dans une façon de le clôturer. Alors, Emmanuel, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées sur le chat pendant ce temps-là. Ce serait intéressant peut-être d'en faire une petite synthèse, de les poser et que Clémentine puisse y répondre dans le temps qui nous est encore imparti, voilà, sur un certain nombre d'éléments. Ce sont des questions en partie politiques. Voilà, ce serait intéressant que, dans la mesure du possible, si les questions restent sans réponse, on les enverra Voilà. et on les remettra sur la table lors d'un prochain débat. Voilà. Non, mais il est probable que Clémentine ne puisse pas répondre à toutes les questions, non pas en raison de sa compétence, mais en raison de leur très grand nombre. Bon, ce qui témoigne par ailleurs du fait que le sujet, justement, hein, soulève beaucoup de questionnements, à la fois sur les questions de défense, mais aussi sur les questions plus globales de construction d'un autre ordre international, qui ont été notamment abordées par Bertrand. Donc, alors, je vais peut-être les résumer par thème, et puis peut-être j'en pointerai quelques-unes qui ont, voilà, qui ont peut-être un caractère d'insistance particulier. Euh, beaucoup de questions sur la défense européenne, et donc
en particulier sur les enjeux d'intégration hein, qui sont liés à cette perspective, en particulier avec bon, les difficultés qui sont liées, y compris aux structures de l'Union européenne, hein, les problèmes démocratiques que cette question pose, et puis évidemment ce qui a été soulevé aussi dans le débat, la relation au sein de l'Europe avec des États qui ont soit bon, des caractéristiques de plus en plus illibérales, néofascistes, soit, y compris d'ailleurs aussi des relations de dépendance très fortes vis-à-vis des États-Unis. Donc, il y a ce sujet-là. Il y a la- des questions plus techniques là, qui renvoient à l'intervention de Guillaume notamment, hein, sur les formes justement, de coopération, y compris sur le terrain militaire, qui peuvent être pensées à l'échelle de l'Europe, et pas simplement justement à l'échelle continentale, mais y compris dans des modèles de coordination entre États, à des échelles plus réduite. Et évidemment, là-dedans aussi, le sujet central d'une sortie de l'OTAN, de ses implications, voilà. Hein. Des questions sur la dissuasion nucléaire, où on voit bien, par ailleurs, hein, à la fois le souci d'un certain nombre de nos écoutants, là, bon, voilà, de rappeler hein, la perspective qui doit être la nôtre d'une désescalade hein, des risques nucléaires. Et en même temps, pour d'autres, hein, l'insistance pas complètement illégitime sur le fait que par ailleurs, l'outil de la dissuasion nucléaire reste un élément très important d'indépendance hein, et de souveraineté. Donc là, on voit bien, on est dans une question qui pose aussi des contradictions hein, qui sont difficiles à résoudre. J'avance un peu. Euh, une question sur la Chine, important aussi, hein, puisque là, bon, alors c'était évidemment présent en filigrane dans l'introduction de Bertrand, mais on a eu un débat, y compris parce qu'il est centré sur l'Europe, qui est largement orienté par la question hein, de l'éventualité d'un axe Trump-Poutine, mais le sujet chinois joue aussi. Hein. Enfin, il faut intégrer à notre réflexion, hein, disent un certain nombre d'intervenants, la question de la place de la Chine hein, dans cette perspective, et pas simplement hein, du côté des Sud global, mais y compris comme puissance impériale ayant aussi son propre agenda impérial. Beaucoup de questions sur les institutions internationales et leurs réformes, hein, donc le débat autour de l'ONU, hein, évidemment, avec notamment les questions qui portent sur le statut du Conseil de sécurité et puis les enjeux d'une restauration hein, du multilatéralisme au travers de l'ONU, mais sur des bases réellement démocratiques. Et puis enfin, des questions sur la cohérence des gauches hein, et des votes à gauche, des positions à gauche hein, sur ces différents sujets, à la fois dans les positions prises hein, par les différents mouvements de gauche à l'échelle nationale ou européenne, mais également hein, le fait qu'on a euh, bon, des traditions au sein de la gauche qui sont marquées par un fort souverainisme, généralement réticent à toute initiative perçue comme voilà, ayant une dimension européenne. Comment réconcilier hein, ces perspectives-là? Et enfin, évidemment, les interrogations hein, aussi sur la place de la paix, des mouvements de la paix, hein, et des enjeux liés quand même voilà, à la défense d'un horizon pacifique hein, et d'un horizon de défense de la paix, y compris dans les débats que nous avons au sujet de la défense hein, Mm. nationale ou européenne. Voilà, j'ai Mm. essayé de résumer, c'est compliqué. Ce qu'on s'est engagé à faire avec Boris, juste pour conclure là-dessus, Boris a pris une synthèse très complète là, des questions. Moi aussi, on va la retravailler collectivement, je pense, avec Christophe, et on adressera ces questions à nos intervenants et intervenantes. Super. Merci infiniment, merci beaucoup Emmanuel, c'était très complet. Et puis effectivement, moi ce que je retiens aussi, c'est que le sujet
intéresse beaucoup. Je crois qu'il y a eu près de 80 questions qui ont été Mhm. posées. C'est Oui. un peu une gageure de pouvoir les synthétiser. Et, effectivement, il y a eu, j'ai l'impression, un débat parallèle. Et je pense que c'est très important de vraiment, encore une fois, de prolonger. Peut-être quelques questions qui seraient peut-être plus immédiatement adressables à Clémentine, Emmanuel, et ce qui profiter de ce temps, on a encore une dizaine de minutes, je pense, avant la conclusion, pour débattre de quelques questions qui seraient plus immédiatement adressées sur les questions politiques, c'est-à-dire de la place de la gauche par rapport à ces questions, la place aussi peut-être de réflexion, on est notre parti par rapport à un certain nombre de questions, notamment la place de l'OTAN, pas l'OTAN, le cadre européen est-il, bon, même si on a déjà largement répondu à ces questions-là, favorable. Il a été évoqué un Helsinki 2 potentiellement. La question effectivement qui se pointe, c'est-à-dire qu'on va avoir un véritable mur symbolique entre d'une partie de pays européens au sein de l'Union européenne qui succombent à une vague brune, d'autres parties qui tiennent encore d'une forme de libéralisme. Donc c'est une sorte de questions, peut-être quelques questions qu'on pourrait immédiatement adresser pour conclure. Ben, Alors, peut-être sur déjà, le... voilà, pardon. Vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y, non, vas-y. mais une question qui a été peu abordée, je ne sais pas ce que tu en penses, Clémentine, mais que vient de soulever Christophe, qui est importante, c'est la question effectivement de la vague brune. Donc, à la fois en Europe et au niveau international. Donc, peut-être qu'il y a des choses que tu voudrais développer là-dessus, voilà, mais sans être trop prescriptif. Et puis aussi en fonction de ce que toi, tu peux avoir envie d'aborder là, dans la suite de cette discussion. Bah, sur la vague brune, la première chose, alors je ne sais pas, ça déborde un petit peu le cadre peut-être du sujet, mais il me semble que l'argument qui consiste à dire que si l'extrême droite arrive en France aux responsabilités, c'est un enjeu pour la paix dans le monde. Et je pense que cet argument est un argument fort, alors on va dire, pour convaincre, y compris au-delà de nous, et je pense en particulier à un deuxième tour d'élection présidentielle si on arrivait à y aller. Je pense que cet argument est un argument fort parce que nous aurions à la tête de la France, qui est quand même un pays qui, même s'il a perdu de sa superbe, fait partie du Conseil des cinq du Conseil de sécurité, c'est pas non plus rien la parole de la France. Si elle devient un allié de Trump et de Poutine, c'est un élément qui contribue à la bascule du monde dans ce néofascisme particulièrement dangereux. Donc je pense que quand on pense paix dans le monde, lutter contre l'extrême droite et contre la Trumpisation est aussi un élément pour sortir de la guerre, enfin de la logique de guerre, hein. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi à nous de l'inviter dans la bataille avec l'extrême droite, de donner à voir davantage à quel point leur logique est une logique qui nous conduit non seulement à la guerre civile, mais aussi à la guerre tout court. À la guerre tout court, puisqu'ils encouragent ceux qui sont de terribles, enfin, ceux qui en fait règlent leurs problèmes intérieurs avec ça a été dit en filigrane, hein, mais c'est très important toujours d'avoir en tête, c'est que Poutine et Trump, quand ils agissent à l'échelle internationale, ils le font essentiellement pour se galvaniser à l'intérieur de leurs frontières. Et c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui, hein, c'est qu'en fait, Poutine, quand il est dans la merde en interne, vite, il se trouve un ennemi extérieur, et cet ennemi extérieur est la condition de galvaniser, vous voyez, l'unité du peuple puisqu'il a un ennemi extérieur. Et donc, on n'est plus dans le débat interne, on est soudés pour bastonner les Ukrainiens. Mais c'est vrai également pour Trump, hein, c'est la même chose. Et je ne parle pas de Netanyahou, c'est évidemment aussi un élément, hein, quand il est en difficulté à l'intérieur, la guerre avec les Palestiniens reprend encore plus de vigueur parce que ça devient une raison d'être soudé. Et ça permet, chemin faisant, d'imposer ces recettes épouvantable sur le plan libéral et autoritaire. Donc voilà ce que m'inspire la question du fascisme. Et en même temps, Bertrand insistait beaucoup sur la mobilisation des sociétés, en fait, la mobilisation de la jeunesse comme étant un élément très important en fait dans nos relations internationales et dans le fait de faire avancer les logiques de paix, d'égalité, etc. Et c'est là où on a en vrai une difficulté. Double, d'abord parce que on voit bien qu'on n'est pas dans un moment de grandes eaux de mobilisation à l'échelle internationale, même si sur la Palestine, c'est pas nul, hein, mais c'est pas non plus des grandes eaux incroyables et que donc on est quand même
voilà, un peu en difficulté de ce côté-là. Donc, on a bien conscience qu'il faudrait faire grandir plus encore les mobilisations, mais bon, voilà, je trouve que c'est un principe juste, mais une réalité concrète quand même difficile. Mm. Est-ce qu'on peut acter une forme d'empêchement de l'Europe? On l'a vu, tu évoquais tout de suite, Clémentine, la question de Gaza. On s'est retrouvé dans ce que rappelait Bertrand Badi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une situation en Europe où la moindre embargo sur les armes, la moindre décision politique, c'est-à-dire qu'avant de se poser la question du quoi faire, du comment faire, pardon, c'est quoi faire, la moindre décision politique était soumise à un blocus politique, c'est-à-dire que chaque pays, l'ensemble des décisions sur les questions régaliennes doit se décider à l'unanimité des pays membres. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans une impossibilité complète de prendre la moindre décision politique sur des questions humanitaires et sur des questions de défense. Qu'est-ce qu'on pourrait repenser? Alors, on n'est que la France, effectivement, on n'est pas la superpuissance. Comment ça pourrait, quelles seraient peut-être quelques pistes qu'on pourrait avancer au niveau européen? Est-ce qu'on pourrait réfléchir sur ça? Européen ou international, en fait. Tu as l'architecture. International, absolument. L'architecture des Nations Unies, dont le pouvoir, certes, est un pouvoir d'influence, mais enfin, un pouvoir concret, c'est extrêmement difficile. Mais l'obsolescence de son mode de fonctionnement avec les cinq issus du compromis de 45, c'est évident que c'est terminé. Donc, il faut imaginer une autre forme. C'est une forme d'exécutif, en fait, hein, le Conseil de sécurité. Et cet exécutif n'est pas représentatif de la réalité mondiale actuelle. Donc, intégrer pour le coup le Sud global est une urgence absolue. Et la France s'honorerait à être force de proposition de ce point de vue-là. Hein, c'est déjà, c'est à minima, c'est ça. C'est intégrer les pays du Sud global dans le cadre, voilà, dans ce cadre-là. Après, il y a le droit de veto, qui est un vrai sujet. Parce que ce droit de veto, surtout voilà, à 5 ça, enfin, bon, ceci dit, on serait 15 un droit de veto, ça serait encore pire dans le Conseil de sécurité. Mais je veux dire, le droit de veto est aussi évidemment un problème. Donc, qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas une simple majorité, ça, c'est pourquoi pas. Mais le droit de veto, je pense que c'est quelque chose qui est aussi impuissant, hein, le dispositif international. Je reviens un peu en arrière sur ce que tu disais sur Gaza, c'est clair enfin, l'idée même de sanctions à l'égard d'Israël commence seulement à effleurer. C'est incroyable en vrai, hein. C'est incroyable. C'est-à-dire, non seulement la France n'est pas capable de reconnaître symboliquement l'État de Palestine depuis le temps qu'on le demande, et c'est encore oui, mais peut-être on ne sait pas, etc. Mais le cran supplémentaire qui est celui de la sanction arrive alors que nous sommes devant un désastre effrayant. Enfin, maintenant, ça devient effroyable. Et on se demande jusqu'où il va falloir aller pour qu'il y ait des mesures qui soient des mesures, encore une fois, contraignantes. Et on aurait des partenaires pour le faire. Moi, je pense qu'on peut trouver des partenaires pour le faire. Non, c'est tout à fait juste. Et effectivement, il y a eu des blocages, bah, notamment de la Tchéquie. Il suffisait d'un pays pour qu'une déclaration à minima ne passe pas. Et alors, ça a été l'Autriche, ça a été la Tchéquie, on ne va pas refaire l'histoire. Effectivement, le cadre beaucoup plus élargi au sud global est une piste, peut-être même la seule piste à envisager immédiatement. Il Alors, est... bah, du coup, Christophe, Oui, je dis oui, juste une chose. C'est que oui. du coup, ce qu'a dit pour moi, ce qui est fondamental, et Bertrand l'a dit, et c'est un fil essentiel, c'est qu'il faut nouer des alliances à partir des principes qu'on défend. Et c'est sans doute ça qui a changé. C'est-à-dire, quels sont nos alliés et donc la géométrie peut être variable. Quels sont nos alliés pour agir pour le peuple palestinien aujourd'hui? Et comment nouer ces alliances pour être efficace de ce point de vue-là? Ça, sur l'Ukraine, ça va être peut-être une autre configuration d'alliance nécessaire pour être efficace. Mais à chaque fois, ce qui doit guider, c'est exactement ce qu'a dit Bertrand, et j'insiste là-dessus parce que je pense que ça participe d'une nouvelle doctrine, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'abord dans une doctrine d'alliance, on est dans une doctrine de défense des principes et on cherche les alliances dans un cadre qui n'est pas forcément prédéfini pour faire avancer des principes. Ça, je trouve que d'un point de vue manière de penser les choses, très différent en fait. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup, Clémentine. Il nous reste 10 minutes. Alors, peut-être même un petit peu moins. Je crois qu'il est... Non, enfin, on va terminer. Peut-être alors, j'aimerais bien peut-être une conclusion de la part de Clémentine, une conclusion également de la part de Emmanuel.
Concernant l'après, il y a une partie du travail qui a été fait, des questions qui ont été posées au niveau du groupe de travail international. Ce qui est important, c'est que ces questions-là, nous, on continue au sein de l'après également à les réfléchir, notamment Emmanuel, sur la question de l'Europe de la défense, mais aussi de l'autonomie européenne de manière beaucoup plus globale. Et on voit que que ces questions sont éminemment liées. Donc peut-être voilà quelques mots, je ne sais pas dans quel ordre, on laissera le mot de la fin, peut-être la conclusion Clémentine. Emmanuel, peut-être quelques mots très rapidement sur les questions comment ce webinaire peut nous permettre de rebondir au niveau des groupes de travail, de la réflexion Absolument. programmatique. Ouais. Alors, j'essaye d'aller vite. Bon, déjà, il faut remercier de nouveau Clémentine et nos intervenants, hein, de la qualité de leurs interventions et y compris la participation en témoigne, hein, voilà, de l'importance donc de prendre en considération ces sujets. Donc, en effet, comme tu l'as dit, avec le groupe de travail international, nous avons engagé une réflexion d'abord sur les questions de défense qu'on a abordées ce matin, notamment, mais on a rapidement été amené quand même à élargir effectivement à des enjeux plus généraux comment dire, d'autonomie politique, sociale, économique de l'Europe, avec bon, voilà, l'idée que un peu dans le sens de ce qu'a développé d'ailleurs, de ce qu'ont développé tous deux Clémentine et Bertrand ce matin, il y a un enjeu à construire, à dessiner une alternative, hein, au monde tel qu'il va, aux logiques impériales qui se mettent en place. Et que cette alternative, il y a lieu de penser qu'elle peut être réfléchie à l'échelle européenne. C'est même à cette échelle que ces questions se posent sur le terrain écologique, sur le terrain démocratique, sur le terrain social, et y compris sur le terrain d'une action internationale pour la paix et de la sécurité aussi des peuples d'Europe. Moi, je pense que l'intérêt de cette discussion ce matin, c'est qu'elle nous fait rompre quand même avec une forme de naïveté bon, qui a été hein, très partagé à gauche sur ces sujets, à la fois du côté des atlantistes, avec y compris hein, euh, une sous-estimation voilà, d'une possible défection un jour des États-Unis et en tout cas des enjeux de subordination qui étaient liés à l'Alliance atlantique, mais aussi du côté des anti-atlantistes qui, bon, voilà, en s'inscrivant dans un horizon de sortie de l'OTAN, se posaient pas beaucoup de questions très concrètes sur les implications de cette sortie, hein, y compris vis-à-vis d'autres menaces, et en particulier de la menace russe. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que nous travaillons au sein du GT, avec notamment un travail qui s'engage maintenant pour la rédaction d'une note à l'automne hein, sur le thème, bon, voilà, l'Europe face aux impérialismes et qui prennent en considération toutes ces dimensions. Mm, mm. Clémentine, un mot de la fin, une Oui, il y a pas conclusion de, peut-être pour reprendre ce qui a été dit et sur les éléments qui te semblent, même si on l'a fait déjà largement, les éléments qui te semblent prioritaires. Oui, non, moi je ne vais pas faire de conclusion parce que je trouve que c'est vraiment le webinaire quelque chose qui ouvre aussi des réflexions, des angles et que sur la question internationale, il faut être honnête, hein, tout ce qui est en train d'être bouleversé doit être digéré pour arriver à une proposition, une doctrine rénovée. Moi, c'est vraiment ça ce sur quoi je plaide. Ça veut dire penser contre soi-même, hein, c'est net. Et de ce point de vue, Bertrand Badi et Guillaume Ancel, qui sont quand même deux intellectuels de très très grande tenue, enfin tenue, je ne sais pas si le mot est juste, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est une grande chance de les avoir eus ce matin avec nous. Et à mon sens, sur les webinaires, il faut qu'on s'en prévoie quelques autres sur ces enjeux-là, hein, pour compléter avec la Chine. Ça serait bien qu'on puisse à un moment donné discuter aussi de la Chine et ce qui a été dit sur nos relations avec l'Afrique et aussi sur les guerres qui existent, guerres, génocides en Afrique, et nos relations et comment renouer des partenariats innovants, ce qu'a dit Bertrand et que je trouve juste. Bon, il y a un petit peu de travail. Quant à la question militaire, je ne reviens pas sur des choses que j'ai dites sinon hein, sur les fils, mais sur la question militaire, où on est culturellement moins outillé à gauche,
cette idée de garde militaire, de garde, oui, garde Garde, européenne. oui, garde européenne, Non, tout à fait. garde volontaire, pardon, c'était ça. Garde volontaire européenne, quoi qu'il utilise, oui, tout à fait. Européenne. Il n'était pas très clair pour savoir si cette garde pouvait être aussi, en fait, on pourrait avoir une garde volontaire dans chaque pays sans qu'elle soit immédiatement, en fait, mutualisée et pouvoir la mutualiser en fonction des objectifs. Ça, c'est quelque chose d'imaginable. Mais pour celles et ceux qui peut-être étaient dans la France insoumise parmi nous, je sais que c'est pas tout le monde et c'est important de le rappeler, mais certains y étaient et il y avait un débat très fort sur le retour du service militaire qui avait été tranché en faveur d'un retour du service militaire. Donc je pense que ça serait bien pour l'après qu'on ait une doctrine là-dessus. Est-ce qu'on est pour ou contre le retour du service militaire? Et si on est contre, comment on voit cette armée professionnelle? Est-ce que cette idée de garde volontaire, finalement, est une manière d'avoir un autre type de réponse? Enfin, moi, je trouve ça intéressant comme piste. Bah, voilà typiquement un débat qu'il faudrait avoir. Alors, je ne sais pas exactement dans quel GT ça du coup se situe. Est-ce que c'est dans le même que ce qu'on a là? Mais moi, je pense que ça serait bien que dans les 6 mois qui sont devant nous, on puisse avoir une position sur ce sujet parce que ça va s'inviter dans les débats programmatiques, sans doute, que nous allons avoir avec nos partenaires. Et autant il y a plein de sujets sur lesquels on est très outillés, autant là-dessus, ça serait bien qu'on arrive musclé dans les négociations pour pouvoir y compris peser, comme sur l'OTAN, hein. Ça fait partie des sujets sur lesquels on va devoir être musclé. Et d'ailleurs, il y a un document qui a été discuté à l'intérieur de notre groupe écologiste et social sur les enjeux militaires, dans lequel je pense qu'on n'était pas totalement alignés, hein, voilà, avec les positions écolo. Voilà, donc ces sujets sont majeurs. Ils vont l'être, je pense, vraiment de manière forte en 2027. Et donc, plus on s'y prend tôt pour les réfléchir et les agencer, meilleur on sera. Donc, merci infiniment à ceux qui ont organisé ce webinaire, aux, me dit-on, 120 personnes qui y ont participé, parce qu'il y a beaucoup de questions, mais il y a aussi beaucoup de monde. Et c'est la preuve Tous. aussi plus encore, d'accord, à un moment donné, il y avait 120, donc plus encore, très bien. Et c'est aussi la preuve que ce mode du web binaire est un mode tout à fait pertinent pour réfléchir ensemble, pour faire de l'éducation populaire et aussi pour que chaque militante et militant puisse avoir des outils pour intervenir quand on a des débats de fond ensuite à trancher ensemble. Oui, moi je suis ravi de la formule. Ça me permet de rebondir d'ailleurs, Clémentine, merci beaucoup à toi. De rebondir qu'on a commencé les webinaires, c'est le troisième cette fois-ci. Le quatrième, c'est sur le féminisme. Voilà, donc le panel, il y a une parité qui tendra plutôt vers des présences féminines sur le prochain panel. Ce sera intéressant, effectivement, c'est le troisième, et effectivement, on est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux parmi les adhérentes et les adhérents à suivre ces webinaires. Donc moi, je trouve ça très, très positif. Effectivement, prolongé, il y aura peut-être des universités d'été, il y aura des journées, en tout cas d'été de rentrée, il y aura des débats à la fête de l'UMA. Et il y a toute une réflexion qui, que ce soit en webinaire ou en présentiel, on le souhaite le plus tôt possible, permettra de réfléchir et de prolonger ces questions programmatiques pour la fin de l'année. Je tenais juste pour conclure aussi, donc prévenir que fin du mois prochain, webinaire sur le féminisme et remercier infiniment Boris qui a permis toute la plateforme d'envoyer le lien, d'envoyer les liens webinaires de les panélistes, toute la plateforme technique qui était absolument fondamentale et qui a récupéré l'ensemble de nos questions avec Emmanuel. Voilà. Merci encore 1000 fois, Clémentine, de t'être rendue disponible ce matin pour ce Merci à webinaire. vous. Et merci à tous les adhérentes et adhérents qui étaient là avec nous ce matin. Voilà. À Excellente bientôt, journée, les excellent amis. week-end. Bon Merci week-end. merci à toi, Christophe, pour le Bonne journée, bon travail week-end. également. Merci.